Les Liens troublés est un balado d'aide aux proches offert en collaboration avec ANEB et grâce au soutien financier du ministère de la Santé et des Services sociaux dans le cadre du plan d'action gouvernemental pour les proches aidants. ANEB est un organisme provincial à but non lucratif qui a pour mission première de garantir une aide spécialisée, immédiate et gratuite aux personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire ainsi que leurs proches, et ce, depuis plus de 35 ans. Bonjour, je m'appelle Sophie Azito et je suis l'animatrice du balado Les Liens troublés. En compagnie de Josée Champagne, la directrice générale d'ANEB, tout au long de la série, nous allons à la rencontre de spécialistes des troubles du comportement alimentaire. Nous allons également recueillir des témoignages et partagerons des outils dans le but premier d'aider les proches. C'est en comprenant mieux la maladie et ses enjeux que les proches seront capables de soutenir la personne qui est atteinte d'un trouble alimentaire et réunir les conditions favorables à sa guérison. Lorsqu'une personne souffre d'un trouble alimentaire, c'est tout le monde qui est touché d'une façon quelconque et le trouble alimentaire perturbe la dynamique familiale. C'est pas seulement la personne qui a un trouble alimentaire qui souffre, mais toute la famille. Les études sont unanimes. Les familles qui ont un de leurs proches atteint d'un trouble alimentaire vivent énormément de détresse. Puis cette détresse, ça peut être vécue différemment d'une famille à une autre. Dès la découverte du trouble alimentaire, les proches peuvent ressentir une multitude d'émotions. La culpabilité de ne pas l'avoir vu plus tôt, de la peur, de l'impuissance, de la colère, du désespoir, de la solitude, même du dégoût, sans oublier la honte. Avec l'aide de la docteure Annie Aimé, nous en discutons. Docteur Aimé est professeure à l'Université du Québec en Outaouais. Elle travaille également comme psychologue et a cofondé la clinique Imavie, une clinique qui se spécialise dans le traitement des difficultés en lien avec l'alimentation, le poids et l'image corporelle. Elle est superviseure et conférencière ainsi qu'autrice de nombreux livres et articles portant sur les problèmes d'alimentation et d'image corporelle. Elle a entre autres co-dirigé les livres « Les troubles des conduites alimentaires du diagnostic au traitement »,« L'image corporelle sous toutes ses formes » et « Le corps pris en otage, agir quand un trouble des conduites alimentaires s'empare de votre enfant ». Bonjour, docteur Aimé. On va s'appeler par nos prénoms. Bonjour, Annie. Bonjour, Josée. Bonjour. Dynamique familiale. Ça, c'est notre sujet aujourd'hui. Puis on le sait, il y a un impact immédiat quand le trouble alimentaire s'installe. À quoi on fait référence quand on parle de dynamique familiale? Bien, on parle des interactions, disons, que les membres de la famille ont entre eux. C'est un peu le rôle que chacun joue au sein de la famille, dans le fond. Puis ces interactions-là influencent vraiment leur comportement. Chacun, selon son rôle, va avoir des comportements qui vont peut-être lui être propres ou attendus, disons, de sa part. Donc, on a comme tout un rôle quand on est dans la dynamique familiale. Là, le trouble alimentaire arrive. C'est quoi les premières constatations, observations quand les impacts premiers sur la dynamique familiale quand le trouble alimentaire s'invite? Bien, c'est déjà, quand vous dites on a tout un rôle, c'est que tout le monde avait un peu une façon de faire, avait des habitudes. On avait comme un équilibre familial qui s'était créé. Et puis là, on arrive avec le trouble alimentaire qui fait comme une boule dans un jeu... C'est pas ça, hein, la boule dans un jeu de quilles. Mais qui vient tout... oui, tout chamboulé. Chamboulé. Oui, c'est vrai. On perd nos repères, dans le fond. Oui, exactement. Qui arrive. Change tout. Là, la communication, ça revient souvent, on l'entend, les proches, parce que puisque le trouble alimentaire, ça isole, on peut se refermer, puis là, la communication est changée, on n'ose pas en parler. Ce serait quoi les conseils par rapport à la communication dans un cas comme ça? On peut-tu parler de la communication avant de parler des conseils? Tout à fait. Bien sûr. Tout à fait. Non, mais mettons le cadre pour la communication. Ouais, très bon, très bon. J'aimerais mieux ça. Parce que je trouve qu'il faut comme un peu parler de... Oui, qu'est-ce qu'on entend par communication? Bien, pas juste que... Oui, c'est ça. Comment ça brise, la communication? Puis... Oui. Okay.
pas de On est problème. parti, là, Oui, on repartait pas. je OK. t'écoute. Non, OK. puis de toute façon, après ça, on s'en... Ouais. Bien, en fait, c'est ça. C'est qu'effectivement, il y a vraiment des problèmes communicationnels là, avec le trouble des conduites alimentaires. Puis la façon que plusieurs l'expliquent, c'est comme si, justement, il y avait un étranger qui s'est emparé de notre enfant. Hein. Fait que C'est vrai. J'aime la comparaison. On dirait des fois qu'ils sont possédés. Exactement. Bon, on va avoir toutes sortes de façons de le qualifier, mais il y a toujours cette idée que c'est comme si, c'est ça, quelque chose s'empare de notre enfant, puis on n'est pas, on le reconnaît pas. Fait que déjà, il y a un bris de communication parce que ce qu'on avait l'habitude, justement, de faire dans nos échanges, ça fonctionne plus. Là, il y a un intrus, puis lui, il décide de tout, puis il vient vraiment brouiller les cartes, brouiller les pistes. Oui. Fait que les parents vont souvent avoir tendance à dire, ben je reconnais pas mon enfant. C'est qui cette personne-là? Puis il m'écoute pas, puis il est fermé. Puis là, on fait référence aussi à l'identité du trouble alimentaire. Le trouble alimentaire crée comme une nouvelle identité chez l'enfant. Et c'est une identité malade. Puis cette identité-là, l'enfant, il y tient. Et le parent la déteste. Alors là, on est vraiment dans un échange qui va pas bien. On rit, mais c'est tellement bien de le nommer parce que c'est ça qui arrive. C'est vrai, au départ, c'est pas une identité qui est plaisante. Là. Ça l'amène un côté où est-ce qu'il peut y avoir des cachotteries, la manipulation, justement un enfant qui a toujours bien répondu, puis là, qui est fermé, qui est agressif. Donc, tout du négatif qui vient complètement changer la personnalité. Ça vient impacter immédiatement la façon qu'on parlait avec notre enfant. Parce que là, les canaux de communication sont brisés. On se comprend plus. On se comprend plus. Puis l'enfant va souvent dire... Mes parents me comprennent pas, je me sens incompris. Ça, on l'entend aussi très, très fréquemment. Fait que les parents disent, c'est qui cette personne? Je la reconnais pas. Puis les enfants disent, mais mes parents me comprennent pas, mes parents s'intéressent pas à moi. Eux autres aussi, c'est que j'ai l'impression que les enfants là, on a la perspective des enfants, mais les personnes qui souffrent d'un trouble alimentaire, c'est qu'eux autres, ils s'en rendent pas compte à quel point ça les a changés. Est-ce que ça se peut, ça? Absolument. Ils se rendent pas compte, mais aussi, ils vivent avec tellement d'anxiété, tellement de règles puis de rigidité qu'ils ont comme raison, je pense, de dire qu'ils sont pas compris. Parce que les autres qui les regardent autour font comme, mais t'as juste à manger. Mais c'est vrai. Puis c'est vrai qu'on comprend pas. Comme proche, c'est vrai. On n'est pas... on est souvent mal outillés. Puis au début, il y a un processus avant d'être capable d'accepter puis de comprendre. Là. Absolument. Ça, c'est souvent un enjeu majeur des proches qui viennent dans les groupes de soutien chez Annette, qui nous appellent sur la ligne d'écoute. Là, c'est... Je suis plus capable de communiquer, je la comprends plus, elle me comprend pas. C'est ça qui ressort tout le temps, Vraiment. la communication. C'est tellement important. Donc, là, maintenant qu'on a comme un meilleur cadre pour la communication, qu'est-ce qu'on fait? Des conseils pour, comme dans un cas comme ça, c'est sûr que ça se rétablira pas du jour au lendemain, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas toujours la bonne approche non plus pour essayer. Ou peut-être ça peut être tellement difficile que je vais comme arrêter de... Oui. Toutes les options sont possibles, hein, dépendamment des parents, puis dépendamment des styles parentaux, dépendamment des personnalités aussi. Chacun va avoir sa façon. Tu sais, comme vous dites, il y en a qui vont vouloir faire avec l'absence de communication, puis faire comme s'il n'y avait pas de problème. Mais je dirais que c'est probablement pas la majorité. Je pense que les parents continuent d'aimer leurs enfants puis de souhaiter communiquer avec eux. Puis même ceux qui se retirent aiment encore leur enfant. Oui. C'est juste qu'ils ne savent pas quoi faire avec le trouble. Mais donc, oui, une des premières affaires qu'on veut faire, c'est un peu comme vous avez dit, c'est prendre un pas de recul, là, puis se dire, bon, maintenant, moi, j'ai mes émotions, j'ai mes réactions, je suis envahie par ça, moi aussi. À qui je peux parler d'autre que mon enfant? Ça, j'aurais envie de dire, tu sais, comme c'est quelque chose d'important dans un premier temps. Donc, s'ouvrir vers d'autres, parce que souvent, la honte dont vous avez parlé, là, les enfants l'ont, mais les parents aussi. Fait que là, déjà, briser un peu cette honte, oser parler à des gens en qui on a confiance, pas n'importe qui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui répondent mal aussi. Hein? Ça, c'est un bon point. Je trouve que tu amènes. On peut se tutoyer. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut avoir tendance, des fois, à s'ouvrir. Puis si la personne, elle reçoit... Vu qu'un trouble alimentaire, c'est souvent mal compris. Puis là, on voit qu'il y a une incompréhension de la personne qu'on s'ouvre. Ça peut avoir le réflexe qu'on n'aura plus le goût de s'ouvrir. Absolument. Parce qu'elle va dire, ben pourquoi elle ne mange pas? Ou tu vois qu'il ne réalise pas toute la détresse aussi que ça fait souffrir à tout le monde. Puis on en parle souvent, ça devient épuisant d'avoir expliqué le trouble alimentaire. En plus, c'est pas recueilli avec de l'empathie.
Donc, bon point à retenir de s'ouvrir à une personne de confiance. Exact. Puis c'est là qu'on peut se tourner vers un organisme comme ANEB aussi, parce que des fois, si on n'a pas l'impression que dans notre entourage, on l'a, cette personne-là, on peut avoir une ligne d'écoute, puis c'est sûr que là, le trouble alimentaire est compris. Donc, on va être accueilli de ce côté-là. Là. Oui. Oui, l'importance d'aller chercher de l'aide. Oui, hein, on le dit parce que ça a l'air facile à nommer, mais on le fait pas au début tout le temps. Non, mais non, parce qu'on a honte, justement. Mais c'est vrai qu'appeler l'organisme ANEB, là, on va être vraiment reçu, on va être entendu, puis la personne va savoir quoi faire, puis ça soulage. Il y a comme un fardeau. Hein? Les proches portent un fardeau tout le temps. Là. Ils ont leur baluchon avec eux. Puis là, bien, parler à quelqu'un qui comprend... Ça enlève un peu de fardeau, puis ça nous donne l'énergie de continuer de s'investir. Oui, puis tu sais ça, tu te sens comme pas seul, ça brise un peu l'isolement que le trouble alimentaire amène. Exact. Puis autre chose que le trouble alimentaire amène, c'est beaucoup de conflits. On le sait, dans les familles, on reçoit des témoignages, justement, cet intrus-là vient changer la dynamique, puis ça crée beaucoup de conflits. Alors, est-ce qu'on peut parler de conflits, puis comment des résolutions pour ces conflits-là? Oui, donc c'est ça. Une fois qu'on a trouvé notre espace là, comme parents où on a la capacité de se ressourcer peut-être un peu, de calmer nos émotions, bien là, on va vouloir en parler avec notre enfant. Fait que là, mettons que justement, il y a un conflit qui se passe, bien c'est sûr qu'un parent reste une personne, un humain, va réagir, va avoir... Fait qu'il peut prendre son moment pour trouver, comme je disais, son espace ou retrouver son espace où il va se sentir un peu mieux, plus calme et revenir vers son enfant, discuter avec lui. Des fois aussi, on n'est pas obligé d'attendre qu'il y ait le conflit. Des fois, on peut, dès le moment où on observe quelque chose de différent chez notre enfant, le soulever, ouvrir le dialogue avec lui, mentionner ce qu'on a observé. Donc, j'observe que depuis quelques jours, tu manges beaucoup moins. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui se passe. Parce que je pense que quand tu manges moins, c'est ce qu'on a compris ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Des fois, tu es préoccupé, des fois, tu es plus anxieux. Dis-moi ce qui se passe. Donc, aller vers ce qui se cache derrière le fait qu'il mange moins. Pas ça s'arrête, pas de culpabilité. Tu manges moins, pas de... C'est j'observe que tu manges moins. On prend un pas de recul. Puis pour les gens qui nous écoutent, vous n'avez pas les images, mais je vois Josée puis Annie. Mais c'est encore l'importance de parler avec le jeu. Oui. Puis l'importance aussi de parler de ce qu'on observe. C'est ça. Il faut se mettre dans cet état-là. Hein? Puis Annie, tu as mentionné aussi d'aller se ressourcer, prendre le temps. Donc ça veut dire que le parent, il faut qu'il se trouve un moment où il se sent capable de parler au jeu parce que on est souvent pris par les émotions. Puis les émotions, ça sort des fois, notre inquiétude peut sortir en colère, etc. Puis ça, c'est pas la bonne manière de rentrer en discussion avec notre enfant ou notre proche qui est affecté. Donc, il faut être capable de se dire, OK, je me donne le temps d'être calme, puis là, je retourne. Absolument. C'est ça, hein? C'est ça, ça fait partie de... Et on reconnaît que c'est pas facile, là. On le sait, là. Mais ça aide nous et la personne aussi quand on est capable de le faire. Non, c'est jamais facile. C'est vraiment tout un travail pour le parent là, de s'arrêter. Mais tu sais, on peut penser, il y a les réactions émotionnelles, puis il y a le train de vie aussi. Hein? Donc, prendre ce temps-là, c'est un effort, là, parce que tu es occupé avec plein de choses à faire. Les parents, ils ont leur travail, ils ont plein de tâches. Là, c'est du multitasking. Alors, pour eux, s'arrêter puis dire, OK, maintenant, je peux parler, c'est déjà quelque chose. Mais oui, on veut le faire absolument. On veut le faire, puis on veut essayer de développer ça. Puis on veut les aider aussi à se rendre compte que quand l'enfant l'envoie promener, mettons. Ce qui va arriver avec le trouble alimentaire. Tout le temps. Ouais. Mais il faut amener le parent à se dire, OK, ça, c'est de l'amour. Hein? Quand il m'envoie promener, il est en train de dire... Il faut décoder, autrement dit, ce qu'il dit. Il est en train de dire, laisse-moi pas tomber, OK? Là... Oui, c'est comme ça que tu l'as... Okay, oui, là, je te crie d'en face, mais laisse-moi surtout pas tomber. Reste là. Puis pourquoi on doit interpréter ça comme ça? Parce qu'il y a vraiment besoin qu'on reste présent pour lui. Sûr. Parce qu'il a besoin de sentir qu'il est aimé, même s'il est malade. Ça, c'est comme la base. Hein? Fait que il faut vraiment, pour nous, pour se sentir moins attaqué, que ça devienne un message moins personnel, là, qu'on se rappelle, OK,
Ce qu'il est en train de me dire, c'est qu'il a besoin de moi. C'est que ça sort, c'est ça, c'est toute la détresse qui ressort. Et que c'est comme ça qu'il faut le décoder. Donc, quand nous on va promener, il est dans un lieu de confiance aussi où il sait qu'il peut sortir beaucoup de colère, puis l'amour va demeurer. Hein. C'est pour souvent, Exactement. il ne ferait pas ça avec nécessairement quelqu'un avec d'autres. Puis c'est peut-être un moment où il est beaucoup plus anxieux aussi. Puis c'est peut-être un moment, on a parlé de l'intrus, où là, le trouble alimentaire a pris le contrôle, puis il a dit, là, tu vas manger comme ça, là. Fait que laisse-toi pas faire. Fait que c'est ça, il réagit. Mais on veut donc le dépersonnaliser, ce message-là, puis se rappeler, bien, soit que c'est le trouble alimentaire ou soit qu'il est en train de me dire, justement, reste avec moi. Reste avec moi. Puis qu'est-ce qu'on dit aussi? Parce que là, on parle du rôle des parents. Mais oui, qu'est-ce qu'on dit aussi aux frères et sœurs ou à la fratrie ou les grands-parents, d'autres gens à l'extérieur par rapport au conflit qu'il peut y avoir avec la personne qui est touchée par un trouble alimentaire? Est-ce qu'on a des conseils pour eux? Mais je pense que les gens de l'extérieur vont des fois vouloir s'en mêler pour aider l'enfant, pour aider le parent. Puis on comprend. Puis ça part d'une bonne intention. Puis peut-être même que dans certains cas, c'est bien. Ça fait du bien. Mettons qu'on a un grand-parent qui est très, très significatif dans la vie de l'enfant. Tu sais, j'ai déjà vu ça, une grand-maman super significative. Bien, quand ça transitait par elle, ça passait mieux le message. Ça passait bien. Mais en même temps, j'ai pas envie... Je crois pas que c'est la majorité du temps que c'est comme ça. Je pense que ça va souvent être préférable de laisser gérer les parents. Surtout pour les autres enfants. Tu sais, les autres enfants, ils n'ont pas apporté le poids de la maladie. Ils n'ont pas apporté le poids du trouble. On veut les protéger. Fait que les parents, ils deviennent à ce moment-là dans un double rôle, encore une fois. C'est aider leur enfant qui a le trouble puis protéger ceux qui ne l'ont pas. Puis continuer aussi d'être présent. Tu sais, fait que là, depuis qu'on parle, on voit bien à quel point c'est difficile d'avoir un enfant qui a un trouble alimentaire. Là. Excessivement. Est-ce que... Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que tu dis aux parents? Comme quand tu dis c'est difficile, est-ce que d'emblée, on peut l'adresser, ça? Oui, absolument. On va le reconnaître. C'est très difficile, mais on ne lâche pas. C'est ça, c'est sûr. On ne peut pas lâcher. Parce que notre enfant est malade, puis le rôle du parent, c'est de le soutenir. Exactement. Oui, puis il y a cette idée que c'est un choix, là, le trouble alimentaire. C'est vrai. On dirait. Là, elle l'a choisi. Fait que, encore une fausse croyance, des préconçus qui entourent les troubles alimentaires. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, puis il y a cette autre idée que c'est de la faute des parents aussi. C'est vrai. J'avais lu au début, quand je m'informais sur la maladie, que avant, les parents étaient vus comme partie du problème. Maintenant, ils font partie de la solution, puis on les intègre dans les traitements. Mais ça c'était pas le cas il y a quelques années derrière. Oh, non. Non, hein? Josée, toi, au début de ton implication avec... Quand j'ai commencé, plusieurs années, là, c'est ça, les parents étaient vraiment tenus à l'écart. Tout était centré sur la personne qui était malade, puis c'était beaucoup de blâme sur la mère, là, longtemps. En plus, oui, c'est ça, la mère. Comment ne pas se sentir coupable quand un enfant qui a un trouble alimentaire. Ça devait être désastreux, ça devait juste exacerber les problèmes. Là. Ça a beaucoup évolué, tant mieux, mais... Comme tu dis, Annie, il y a encore tellement de travail à faire au niveau des fausses croyances, là, puis des tabous. Là. Ça reste un mythe. Oui. Puis même que les parents, souvent, arrivent avec ce mythe-là, comme « Qu'est-ce que j'ai fait pas correct? » Mais il y a déjà c'est sûr qu'en partant, il y a de la culpabilité. Puis comme parent, c'est une question que tu te poses. Ça aide rapidement quand c'est recadré par quelqu'un, justement, qui est un spécialiste, qui dit « C'est pas comme ça. » Et puis là, ça revient tout le temps le conseil qu'on dit de s'informer. Parce que quand tu t'informes aussi, tu vois rapidement que ça, les parents, on fait partie de la solution et pas du problème. Et que ça t'aide aussi. Tu te rends compte que la culpabilité, c'est pas aidant. Non. Mais ça, quand on s'informe aussi, ça aide. Donc, Puis moi, j'aime dire, on va essayer de sortir du pourquoi, hein, la chasse aux sorcières, puis c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce que je... Puis on va essayer d'aller dans le comment. Oui. Donc, comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je peux changer les choses maintenant? Donc, comme vous dites, là, on fait partie de la solution quand on est dans le comment. Oui, parce que le pourquoi, ça ne nous aidera pas, sauf se faire... Ça amène beaucoup plus de culpabilité. Puis quand on est coupable, quand on se sent coupable, qu'est-ce qui se passe? Bien, on a envie de s'isoler, on se sent plus déprimé. On n'a pas envie de s'investir là, dans le trouble alimentaire. Bien, pas dedans, mais contre le trouble alimentaire. Ouais. La répartition des rôles, j'avais ça ici comme... Implication affective, là, entre autres, l'heure des repas. Parce que l'heure des repas, c'est incontournable. Malheureusement, on mange dans la vie, puis il y a des heures de repas, puis ça, c'est la première chose qui est impactée avec un trouble alimentaire.
Alors, comment les rôles devraient être répartis dans ces moments-là? Oui. En fait, puis je me souviens qu'Aneb a un document aussi là, pour le soutien pratique au repas. En fait, très concrètement, Oui. on va donner justement comme rôle aux parents de s'occuper de faire à manger, de s'occuper de servir le repas, puis l'enfant a comme rôle de manger. Donc, parce que ça, c'est des choses qu'on voit souvent, puis on peut comprendre. Là, tu sais, tous les parents sont comme fiers quand ils ont un jeune enfant qui s'intéresse à faire la cuisine. C'est comme, wow, Oui. c'est merveilleux, mon enfant cuisine. Mais c'est parce qu'avec le trouble alimentaire, à un moment donné, c'est ça, c'est du contrôle. Oui, eux autres, ils veulent Puis tout c'est prendre. l'enfant La qui est dans la personne place, qui puis veut c'est prendre ça. le contrôle. Ouais. Exact. Les parents Ils sont vont en même te cuisine. dire quoi acheter à l'épicerie. Exactement. Puis là, l'erreur qu'on peut faire comme parent, c'est d'accommoder le trouble alimentaire. Donc, de faire tout ce que l'enfant nous demande. Puis on va se le dire, au départ, on le fait. Ben parce oui. qu'on comprend, on sait pas comment ça marche. Mais non. Tu penses que tu achètes la paix puis que ça va aider. Mais puis on comprend parce que Oui. Écoute, on veut qu'il mange notre enfant. Fait que s'il dit maman va acheter à 2 heures d'ici ce repas-là que moi j'aime, OK, moi y aller Oui. parce que tu vas N'importe manger. quoi, je mange. Ben Ouais, oui. exact. Tout à fait. Fait qu'on accommode et on n'est pas dans le blâme encore ici, là, on comprend très bien. Oui. Mais à un moment donné, quand on le saisit que à force d'accommoder comme ça, ou il vomit dans la salle de bain, il laisse tout ça là, puis moi, je passe après, puis je nettoie. Oui. Mais à force d'accommoder comme ça, On dit comme quasiment que c'est correct. c'est une licence de le trouble continuer. alimentaire. Ouais. Oui. Fait que, puis là, le trouble continue de prendre de plus en plus de place. Alors, c'est là Oui. qu'on se ramasse à se dire, peut-être que l'accommodation, c'est pas la meilleure chose. L'accommodement, c'est pas la meilleure chose. Peut-être que je veux changer ça. C'est parce que on réalise pas que c'est un tyran avec qui on transige la maladie, le trouble alimentaire, c'est un tyran. Puis il va toujours en prendre plus jusqu'à temps qu'il a réussi à exterminer tout le monde avec qui. Puis là, j'ai l'air à faire peut-être des, je pourrais dire, illustrations exagérées, mais non, c'est ça. C'est pas exagéré. Là, Tu commences, puis il te demande un accommodement, mais c'est jamais de l'accommodement raisonnable. Là. Non, on c'est s'entend avec un trouble alimentaire. Quand tu réalises que tu négocies pas avec des tyrans, mais c'est là que tu peux prendre c'est ça, une autre position. Mais ça prend, c'est ça, il faut avoir les pieds solides parce qu'il va nous avoir des fois à l'usure. oui. C'est difficile. Donc, est-ce qu'on a des conseils aussi? Oui. D'autres? Moi, Oui. Est-ce que tu me permets? J'ai une question. Ben oui. Pour l'heure des repas, donc, est-ce que toi, ton approche, là, tu parles d'un parent avec un jeune enfant. Ouais. Donc, c'est un parent avec pas un jeune enfant, tu sais, plus peut-être un ado ou un jeune adulte. Est-ce que ton approche serait la même? Mais quand même, il y a des parties qui vont se ressembler, je trouve, mais on va effectivement être un petit peu plus dans une forme de négociation. Mais négociation, ce qui aide, là, ça va un peu avec ce que vous allez dire, c'est qu'il y a quelqu'un qui soit là pour aider, je trouve, la famille. Tu sais, qui est comme un tiers parti qui se laisse pas embarquer dans le jeu du trouble alimentaire ou qui en a vu d'autres, là, tu sais. Comme l'un intervenante là, qui vient nous donner des guides, c'est ça? Exactement. Parce que, tu sais, quand on parlait de négocier, ben on négocie, mais on négocie, là, pour vrai. C'est pas juste le trouble alimentaire qui gagne. Fait que, tu sais, mettons, dans certains exemples, je vais avoir l'enfant qui va dire, ben tu sais, moi, le matin, là, c'est extrêmement difficile pour moi de manger. J'aime mieux sauter mes repas, etc. Fait que là, on regarde, bon, ben comment tes parents pourraient t'aider? Parce que l'idée, c'est que tu vas manger. Fait que, là, on réfléchit, l'enfant veut pas trop, non, mais quand même, on finit par arriver à quelque chose. Souvent, là, je vais donner un exemple. On va dire, est-ce que les parents pourraient se lever s'ils n'étaient pas déjà levés ou s'assurer de rester à la maison, qu'il y en a un des deux qui reste à la maison, qui est là pour le déjeuner, puis qui va mettre le déjeuner sur la table, puis que l'enfant va manger. Parce qu'il y a toute cette anxiété qui est là pour de vrai. C'est très dur de manger, fait que ça prend le soutien. Fait que là, on a l'équipe. On a l'équipe parentale, puis on a l'équipe avec l'enfant. Fait qu'on devient, là... Mais comme Josée a dit, là, quand c'est un jeune enfant, on a plus de contrôle. Mais plus la personne est âgée, plus c'est difficile parce que les autres peuvent dire, écoute, là, moi, même, je n'avais pas de trouble alimentaire à 18 ans. C'est moi qui me ferais mon déjeuner, mon repas. Fait que là, comme il faut que tu essaies de le faire accepter, là, tu es malade, fait que c'est des circonstances particulières, puis il faut que j'aille une forme de contrôle. Mais c'est sûr que par rapport à un enfant qui est plus âgé, qui ne vit plus avec nous, là, le soutien pratique devient beaucoup moins facile à faire. T'sais, c'est sûr qu'on peut y préparer des lunchs puis espérer qu'il va y manger, mais quand même, c'est ça, c'est plus difficile. Fait qu'il nous reste toujours le soutien émotionnel, là, c'est-à-dire d'essayer, encore une fois, d'être présent, mais d'essayer de l'écouter, d'ouvrir la conversation le plus souvent possible avec lui,
de reconnaître ses émotions, d'être disponible. Donc, toute cette idée-là. On reste là. Bien, dans le fond, que un enfant, mais ça s'apprend pour un proche. Oui. Aussi, exemple, on est plus vieux, mais c'est une sœur ou un frère ou quelqu'un une amie très, très près. Dans le fond, il faut rester là pour la personne puis dire, tu sais, moi, je sais pas comment t'aider, mais juste te dire que je t'aime, je suis là pour toi, puis je t'écoute, puis sans jugement, juste d'amour. Puis quand je t'écoute, j'essaie même des fois de reformuler ce que tu m'as dit pour te montrer que je t'écoute, parce que, tu sais, des fois, comme parents, on fait semblant qu'on écoute aussi. Mais là, c'est vraiment l'écoute active. Oui, là. Vraiment. Donc, si je prends le temps de redire ce que tu viens de me dire, probablement que j'étais pour vrai en train de t'écouter, hein, c'est ça. Fait que ça vient plus faire son chemin dans l'enfant, là. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai bien compris ce que tu me dis? Ou est-ce que c'est pas ça? Je suis dans le champ? C'est ça. Oui. Pour ça, sentir vraiment qu'on est écouté. Absolument. Mais c'est sûr que moi, je suis biaisée parce que les gens qui viennent me voir, ils veulent, hein? Ils sont plus dans le veulent changer. Fait que je sais pas comment ça se passerait avec des gens qui voudraient pas du tout. Mais habituellement, ils veulent. Alors, même avec un enfant de 18 ans, même avec un enfant de 25 ans, j'ai envie de dire, qui reste encore chez ses parents, on est capable de trouver des compromis puis de vraiment s'assurer que tout le monde comprend qu'on est en train de s'aider, de faire équipe ensemble. Fait que tes parents, quand ils te demandent de manger ou ils te servent à manger, c'est pas pour te faire du mal, hein? C'est parce qu'on a convenu de ça. Puis ça aide beaucoup, là, je trouve, d'avoir eu une forme de contrat verbal avec eux. Pour dire qu'on fait, c'est dans une optique d'aide, qu'on est là dans l'optique d'aide. Moi, j'aime ça, la notion d'équipe, là. Ouais. On est là ensemble. C'est une équipe, c'est ça, une équipe. On n'est pas contre équipe. toi, on est là avec toi. Oui. C'est vrai parce que la personne, souvent, avec le trouble alimentaire, qui souffre de trouble alimentaire, elle peut se sentir que c'est ça, que c'est elle contre le reste du monde. Oui, c'est ça. Faut ramener le côté non, on fait équipe pour que tu ailles mieux. Exactement. C'est ça, de ramener cette force. Puis je te dis non, j'irai pas faire 2 heures de route pour t'acheter quelque chose parce que je tiens à toi. Oui. Hein? Puis là, j'accommode le trouble alimentaire. Oui. Je t'aide pas toi, j'accommoderais ton trouble alimentaire. T'sais, moi, j'aime beaucoup donner des fois l'image de si votre enfant était là en train de se frapper la tête contre le mur, est-ce que vous le laisseriez faire? Est-ce que vous feriez quelque chose pour l'arrêter? Mais moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ressemble à ça. Votre enfant, il mange pas. Il est en train de se faire du mal. Oui. Bien, on va pas le laisser faire. Puis on va surtout pas aller y acheter ce qu'il veut pour se faire encore plus mal, tu sais. Fait que c'est un peu cette idée-là. C'est pour ça que c'est toute la notion d'informer pour que les parents puissent le voir aussi avec le recul nécessaire. Exact. Puis, quand on parle de dynamique familiale, on a parlé un peu aussi de la fratrie. Tu parlais des rôles également. Quel conseil on peut donner même aux parents par rapport à la fratrie? On le sait que les parents vont essayer qu'il y ait un impact minimum là, sur les frères et sœurs, mais quel autre conseil qu'on peut leur donner? Parce qu'ils vont être impactés. Pas les épargner. On va essayer d'être en observation aussi avec la fratrie. Donc, si on remarque que, par exemple, le frère ou la sœur prend beaucoup de responsabilités, je sais pas, se met lui-même à vouloir cuisiner ou prend beaucoup de responsabilités par rapport aux parents, veut toujours nous aider. Ouais. Hein? Puis c'est plus finalement un adolescent ou un enfant, là, il est tout le temps en train de vouloir faire quelque chose pour nous aider parce qu'il voit à quel point on est comme épuisé de tout ça. Mais si on observe ça, encore une fois, on va vouloir en parler, puis on va vouloir peut-être arrêter ça, puis le rassurer, tu sais, comme en disant, je vois que tu t'inquiètes pour moi, je te rassure, je suis capable de le faire et tu peux faire ta vie à toi. La notion de rassurer, parce qu'on l'entend, les souvent frères et sœurs vont dire qu'ils essayent de tout faire comme il faut pour ne pas rajouter du stress à leurs parents parce qu'ils en ont déjà beaucoup avec lequel transiger. Fait que sans le vouloir, ils se mettent cette pression-là. Donc, comme parents, c'est de le nommer puis de dire, regarde, ça t'appartient pas. Puis oui, ça nous impacte, mais on est capable. On est capable. Puis, tu sais, il y a comme 3 positions où on retrouve souvent les jeunes de la fratrie. Là. C'est justement être dans la responsabilité pour l'enfant qui a le trouble alimentaire. Donc, comme je disais, être au devant, toujours essayer d'aider l'enfant qui a un trouble alimentaire. Des fois, le baquer, si on veut, même. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, c'est être là comme pour aider les parents. Être vraiment l'aide parentale. Puis le troisième, c'est l'enfant parfait dont vous parliez. Oui. Donc, cet enfant qui va tout faire, il va bien réussir, il va donner tout ce qu'il faut là, pour pas causer de trouble à ses parents. Mais si on l'observe qui est parfait, notre enfant, comme ça, on peut juste se dire, tu sais,
des fois, ça ne changera pas. Il va continuer de vouloir Mais être ça parfait. va quand même y enlever Un peu de poids. ça. Au moins, il va savoir, hey, moi aussi, je suis vue, moi aussi, je suis reconnue. Il n'y a pas juste ma sœur ou mon frère qui est malade, que mes parents voient. Oui. Ils voient bien que je fais des efforts, moi, pour être un bon enfant, Oui. si on veut. Ouais. Fait que c'est encore une fois dans la communication puis de le nommer. Est-ce qu'on peut adresser la colère aussi que la fratrie peut vivre? Même pas la fratrie, ça peut être aussi même les parents. Qu'est-ce qu'on fait avec ce sentiment-là de colère? Il est tout à fait justifié. Hein? La colère, c'est une émotion comme les autres. Fait que c'est pas mieux d'être triste ou en colère. Je veux dire, c'est juste des émotions. Alors oui, qu'on soit en colère, c'est normal, c'est acceptable. On veut juste, par exemple, choisir le canal de communication où on va parler de notre colère. Donc, pour un enfant, c'est un lieu sécure de parler à ses parents de sa colère. Donc, l'enfant de la fratrie pourrait vouloir parler à son parent de, tu sais, je suis en colère. Ou même, comme parent, on pourrait dire, tu sais, des fois, là, tu dois être en colère contre ta sœur ou ton frère. Tu sais, me semble qu'il Mais s'ils ne lui parlent plus, le frère et sœur, des fois, qu'ils arrêtent de parler, on l'a entendu, ils arrêtent de parler à leur sœur ou leur frère qui est malade parce qu'ils sont en colère, fait qu'ils font juste comme couper. Alors, on pourrait lui dire, tu sais, tu dois être en colère, hein, je vois bien que tu lui parles plus. Puis ça peut juste s'arrêter là. On ne force pas les choses. Non, mais on fait juste le nommer puis dire, mais puis je te comprends d'être en colère. T'as le droit. Oui, puis des fois, on va rajouter, je te comprends que tu sois en colère parce que c'est pas facile à vivre pour toi puis parce que toi, tu n'as pas demandé ça. Fait qu'on peut mettre des fois y montrer vraiment à quel point on comprend en mettant des parce que, là, tu sais. Fait que ça. Mais on le force pas à avoir la communication. En même temps, le frère et la sœur qui est malade, ils reçoivent ça aussi. Oui. Alors, est-ce qu'on doit adresser ça? Parce que la personne va se rendre compte que son frère ou sa sœur ne lui parle plus. Oui. Puis il va être malheureux, sans doute. Puis là, ben, on va aussi parler avec lui de son malheur, du fait que ça le rend triste, puis que c'est pas ça qu'il veut, puis que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est une... Tu sais, toutes les raisons sont bonnes pour changer nos comportements alimentaires. Donc, si ça devient une motivation, bien, parfait. Tu sais, je suis pas en train de dire qu'il faut que là, les frères et sœurs soient en colère pour que ça motive. Mais non, mais on le sait que c'est quelque chose qui arrive souvent. Fait dans le fond, c'est ça, on n'a pas... Parce qu'on ne peut pas forcer la fratrie de commencer à parler. Si eux autres, c'est comme ça que leur colère, elle s'exprime. Puis, dans le fond, l'enfant ou la personne qui est malade qui reçoit ça, je veux dire, c'est sûr que ça t'attriste. En même temps, ça peut être compréhensible que c'est comme ça qu'il réagit. Tout à fait, exactement. Puis est-ce que tu as le goût de faire quelque chose avec ça, finalement? Hein? Parce que c'est pas fini, là. Ton frère, ta sœur, ils t'aiment encore. Oui, puis ça va revenir. Puis la relation va revenir. Là, exactement. As-tu le goût de faire quelque chose? T'sais? Encore une fois, essayer d'utiliser ça pour faire mobiliser la personne. L'impact sur le couple. Un des premiers conseils quand tu es un parent puis ton enfant tombe malade, tu te fais dire protégez votre couple. Puis là, tu fais comme voyons donc. Mais je compare souvent le trouble alimentaire à un ultramarathon parce que dans tous les efforts que ça demande et le temps que ça peut prendre. Donc, quel conseil tu donnerais? Puis on peut peut-être, avant des conseils, même parler de l'impact réel que ça a sur les couples. Moi, j'ai même vu malheureusement des couples qui se sont laissés suite à la maladie de leur enfant, du trouble alimentaire. C'est sûr, parce que ils sont tellement... C'est la dernière de leur priorité, là, avoir des sorties ensemble. Tu sais, comme on a tellement de choses à s'occuper à la maison, puis on est tellement pris dans cette gestion-là. Il faut faire les repas, il faut s'occuper. Après les repas, il faut rester avec notre enfant pour pas qu'il aille aux toilettes se faire vomir. Écoute, ça en prend du temps puis de l'espace. Fait que ils nous trouvent ridicules là, comme intervenants quand on dit « Mais prenez-vous du temps pour vous, tu sais. » Oui, c'est ça. Tu nommes tes débuts comme c'est le dernier conseil. T'es comme « Hey, les couples. » Oui. Puis en même temps, c'est comme essentiel. Tu sais, comme autant je suis prête à reconnaître que c'est un conseil qui a tellement l'air ridicule, mais c'est un conseil important. Pas juste pour le couple, pour la personne, pour sa santé mentale. Être entre adultes, hein, avec quelqu'un qui connaît en plus ma situation, puis qui la comprend, puis qui a besoin d'air, lui ou elle aussi, tu sais. Fait que je trouve que c'est bon pour le couple, puis c'est bon pour la personne. On se laisse happer par le trouble, puis à un moment donné, si on se force, puis on est deux à se forcer à le faire, bien, c'est comme aller au gym avec notre ami, finalement. Tu sais, dans le sens, c'est dur pour plusieurs personnes de dire « j'ai pas le goût d'y aller tout seul, mais avec quelqu'un d'autre, c'est mieux ». Bien, c'est ça qu'on peut faire. Tu sais, on va être ensemble, puis on va peut-être avoir rien à se dire aussi. On va peut-être aller au restaurant, puis on n'a rien à se dire, mais c'est pas grave. C'est ça, c'est correct. C'est que ce moment-là,
on se le donne pour nous, puis Oui. peut-être à l'extérieur, 5 minutes, tu parles du trouble alimentaire, puis après ça, tu parles d'autres Exact. choses. Ou on parle de rien si on n'a vraiment rien à se dire, puis on va un jour se retrouver des sujets. Là, mais je veux dire, ce que j'essaie de dire, c'est qu'on ne veut pas se mettre la culpabilité non plus de dire hey, on n'a plus rien à se dire. Ça se peut. Ça se peut passe. pendant cette période-là. Oui. Puis ça se peut aussi que quand on va quitter ensemble, là, quand les 2 parents quittent pour faire une activité ensemble, mettons, que l'enfant réagisse, soit vraiment pas content, fasse une crise, puis que là, les parents sont en plus encore en train de se dire « Oh, je veux pas sortir, finalement. » Là, c'est pas... Surtout, il va sûrement en avoir un des deux qui va faire comme « Non, non, on peut pas partir. » Ça, c'est une manipulation de la maladie. Oui, c'est ça. J'aime pas le mot manipulation, mais c'est correct, on l'appelle juste une Ouais. réaction, mais encore une fois, c'est pour ça que j'ai recadré Ouais, de la maladie. oui. Ça, c'est une des façons que la maladie peut s'exprimer. C'est ça. Fait que là, quand on se rappelle ça, on se dit, OK, on avait pris une entente, on va y aller. On ne cédera pas à la maladie. Mais on ne cédera pas, c'est ça. On ne va pas accommoder encore une fois. Encore une fois. Fait que ça tombe dans les accommodements. Ouais. C'est quoi la dimension, d'après vous deux, qui serait le plus impactée dans la dynamique familiale quand le trouble alimentaire arrive? Là, Ouais. je vois Annie qui sourit en me disant entendu. Oui. J'imagine que je sais ce que tu vas dire. Ouais, c'est ça. C'est les repas. Hein? C'est tout ce qui entoure la nourriture. La préparation, les manger, planifier de sortir ailleurs, aller manger chez quelqu'un, aller faire les activités familiales, aller pour le brunch de Pâques ou pour Noël. Tout devient extrêmement compliqué, alors qu'avant, on se posait comme pas de questions par rapport à ça. On s'en pose pas. D'habitude, les repas, c'est supposé d'être un moment. D'être plaisir. Un moment de plaisir. Oui, de se retrouver. C'est ça. On se retrouve, puis... Oui. Puis j'allais dire, puis dans l'imaginaire aussi, c'est une façon de prendre soin des autres, hein, que tellement. de faire à manger. Tu sais, comme c'est du don de soi. Oui. Même l'écriture. Là, ton enfant ne mange pas. Moi, je partageais avec mon fils. Une fois, je disais que je suis moitié italienne, mais c'est vrai dans toutes les cultures. Mais quand j'arrivais chez ma grand-mère le dimanche, ma grand-mère italienne, la première chose qu'on devait faire, c'est s'asseoir à table. Elle était minuscule, ma grand-mère, puis là, elle s'installait à côté de nous, puis elle nous regardait manger. Puis là, tout son amour passait là-dessus. Parce que elle, ça lui faisait plaisir qu'on mange. Ça, c'était notre manière de lui dire qu'on t'aime. Puis elle, ce qu'elle nous avait préparé, c'était sa manière de nous dire « je vous aime ». Mais ça, c'est vrai dans plein de cultures. Quand ton autre grand-maman te fait une tarte au sucre, puis elle est contente. Puis en même temps, les repas familiaux, c'est des moments ça va tellement au-delà de se nourrir. On va l'aborder dans un autre épisode, mais recadrer que les repas, ça va au-delà de juste avoir un besoin physiologique. Ça vient rencontrer beaucoup, beaucoup de besoins sociaux, émotifs. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour des repas. Puis dans le fond, quand tu dis que c'est la première chose qui est impactée, c'est que là, tous les repères d'une famille, des moments pour se retrouver, les fêtes de famille, c'est toute partie, là. Ça part. Puis les repas deviennent comme dans un monastère. C'est cette idée que j'ai, je sais pas, que moi, c'est comme ça dans un monastère. Ouais. Un champ de bataille. Un champ de bataille, miné. Ben, soit c'est ça qu'on est dans l'agressivité, Oui. ou qu'on est dans le silence absolu, pratiquement, ou de la froideur. Tu sais, j'imagine... En tout cas, c'est pas un climat agréable. Fait que ça, par contre, c'est quelque chose qu'on peut travailler tout le temps aussi, tu sais. Comment? Améliorer notre climat à table. Bien, déjà, on va se préparer. On va avoir des sujets de conversation. On va en avoir parlé même avec l'enfant à d'autres moments au moment où on mange. Là, donc, de quoi tu aimerais parler? Des fois, moi, je donne aussi le travail à l'enfant de dire prépare-toi des sujets. Puis c'est toi qui vas amener le sujet à table. Mais ça va être un sujet que t'aimes. Fait que là, des fois, j'ai des jeunes qui amènent des situations, là, je sais pas, moi... je sais pas, si tu étais un chien, tu serais quoi? Là? Non, pour que ça soit... C'est ça, oui, juste changer l'atmosphère. Ça peut être simple comme ça. Là, c'est pour ça que je voulais donner cet exemple-là, dans le sens que ça, là, ça nous amène juste à parler et être un petit peu plus dans le plaisir. Là, Puis je me souviens aussi, ça peut être des jeux de cartes là, que... On pose des questions si on n'en trouve pas. Puis là, tu peux chercher ça, puis là, chacun se pose des questions. C'est sûr que ça demande un effort, puis c'est un côté organisé qu'il n'y avait pas avant, mais c'est mieux ça que le monastère ou le champ de mine. Là. Exactement. C'est au début, là, peut-être pour retrouver. Y a-t-il d'autres pistes de solutions qu'on peut donner aussi aux gens? Je sais qu'on voulait parler aussi des groupes chez ANEB, les groupes des proches. Veux-tu nous en parler un peu, Josée?
Oui, donc il y a les groupes ouverts qui ont lieu à tous les semaines. Donc ça, c'est des groupes... On se présente, puis l'animatrice va aller discuter de ce que les proches veulent discuter, sur quoi les enjeux là, à ce moment présent-là. Sinon, on a des groupes fermés qui sont plus structurés, qui sont sur une durée de 15 semaines. Donc, on aborde des thèmes un petit peu plus concrets. Comme, chaque semaine va avoir un comme thème. on le fait avec le balado. Donc, il y a beaucoup de ce qu'on a discuté aujourd'hui qui se retrouve justement dans les échanges avec les proches. Donc, c'est des intervenantes spécialisées, puis c'est vraiment juste les proches. Déjà, juste de se retrouver entre proches. Mais ça brise l'isolement d'un, puis là, on se comprend là, dans ce qu'on dit. Là, là, on parlait tantôt de parler avec des gens qui sont un petit peu plus empathiques et qui comprennent, mais là, on est les en terrain. Oui, c'est ça. Exactement. On est dans une communauté. Puis... on a des références. C'est ça que je voulais parler aussi parce que, dans le fond, pour ceux qui n'ont pas accès ou qui ne sont pas prêts nécessairement pour les groupes, Annie, tu as un livre qui vient de sortir en librairie. On va le montrer ici, Le corps pris en otage. Pourquoi tu as écrit ce livre-là? C'est en collaboration avec Marie-Michel Ricard. Oui. Puis qu'est-ce que vous adressez dans votre livre? Bien, en fait, on trouvait que... comment je dirais, les parents arrivent, ils se sentent impuissants, ils sont débordés. Comme on a dit, ils sont honteux, ils peuvent avoir aussi beaucoup de colère. Ils peuvent tout ressentir puis pas savoir quoi faire avec ça. On voit beaucoup de parents dans notre bureau de consultation, mais on sait qu'il y en a beaucoup aussi qui viendront jamais. Il y en a qui vont aller à NEB, mais qui n'iront pas non plus. Qui n'iront pas, non. Fait qu'on se disait, bien, c'est une autre façon peut-être d'attirer l'attention là-dessus ou d'aller chercher de l'aide que de dire, bien, moi, je vais lire un livre. Il y a des parents qu'on a rencontrés, il y a même des témoignages là-dedans de parents qui disent, c'est moi, là, je ne pouvais pas aller dans un groupe ou moi, je ne pouvais pas aller voir un intervenant. Là, j'avais pas le temps ou j'avais trop peur qu'on me juge. J'aurais voulu lire. J'ai trouvé quelque chose. Il y en a qui me disaient, j'ai trouvé un livre en anglais, super, mais c'est pas tout le monde qui lit encore l'anglais aujourd'hui. Fait que voilà, un livre en français pour les gens du Québec ou ailleurs dans la francophonie, là, mais qui permet d'aller chercher beaucoup de trucs concrets. Pour vis-à-vis de notre enfant qui est atteint d'un trouble alimentaire. C'est un beau livre. On va mettre les références sur anebquebec.com, notre site web, l'onglet balado. Vous allez avoir la référence pour les livres puis les autres livres également que tu as co-dirigés. Là, parce que c'est sûr que s'informer, moi, ça demeure un des meilleurs outils pour s'aider nous en premier. Puis par la bande, ça va aider notre proche de s'informer. Parce puis ce qui est bon avec un livre, je trouve, c'est que ça peut être moins confrontant. Tu le prends, si tu n'aimes pas ça, tu le tasses, tu vas ailleurs, parce que tu n'es pas obligé de lire d'un couvert à l'autre. Là. Tu peux aller chercher juste la section qui t'intéresse. Tu y reviens quand tu es... Exactement, quand tu es prêt. Tout à fait. Conclusion. Fait que quand on a une personne qui est atteinte d'un trouble alimentaire, on sait que c'est toute la famille qui souffre. On vient de le dire, c'est important d'aller chercher de l'aide. Ne souffrez pas seul. L'aide, ça peut être autant de contacter un organisme comme ANEB, de parler à quelqu'un de confiance, puis quelqu'un de confiance dans votre entourage ou quelqu'un qui est spécialisé. Peut-être pas n'importe qui pour être sûr que ça soit bien reçu puis on reçoive l'écoute et l'empathie qu'on a besoin. Puis parce que l'impact est tellement important aussi, on va adresser dans notre prochain épisode un épisode qui était dédié exclusivement à comment prendre soin de soi comme proche également. On aurait pu en parler encore bien longtemps, mais je pense qu'on va vous laisser mijoter tout ce qu'on a mis sur la table aujourd'hui. Docteur Annie Aimé, vous venez de Québec aujourd'hui pour venir échanger avec nous. Alors, un grand merci. Merci pour la contribution à la cause des troubles alimentaires. Je sais que tu es une sommité dans le domaine, alors on a beaucoup apprécié pouvoir échanger aujourd'hui. Et merci à vous. Vous prenez le temps d'écouter le balado, de le regarder. Alors, c'est une étape que vous faites pour vous aider, vous, puis aider votre proche. On vous dit à très bientôt. Le but de ce balado est d'apporter de l'aide et de l'information aux proches d'une personne qui souffre d'un trouble alimentaire. Vous n'êtes pas seul et vous n'avez pas à souffrir en silence. Pour de l'aide additionnelle, ANEB offre une ligne d'écoute, du service de clavardage, de texto, ainsi que des groupes qui sont spécifiquement conçus pour les proches. Pour plus d'informations, visitez anebquebec.com. Ce balado a été produit et réalisé par Sophia Zito Productions.